Bien, nous arrivons aujourd'hui à la section 3 du chapitre 2 qui concerne la diffusion moléculaire à travers les milieux poreux. Donc elle interviendra lorsque nous aurons affaire à une diffusion dans les solides qui entrent en contact avec les gaz et les liquides, telles que les opérations de séchage, d'adsorption et de séparation membranaire. Bien. En fait, le phénomène diffusion est classifié en trois grande diffusion. La troisième, j'en parlerai très peu. Il s'agit pour la première de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, la diffusion moléculaire. La seconde, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la diffusion de Knudsen, Martin Knudsen. Il y a une troisième diffusion que nous verrons que superficiellement, c'est la diffusion justement en surface, que j'aborderai la séance prochaine très brièvement pour aller vers le chapitre 3. Donc dans le dernier cas que je viens de citer, la diffusion de Knudsen, il y existe en fait trois cas. Soit on assiste à une diffusion classique Fickienne, c'est-à-dire qu'elle est provoquée à cause uniquement d'un gradient de concentration, ou alors la structure du milieu poreux gouverne la diffusion moléculaire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers la diffusion de Knudsen. Et enfin, il existe un régime intermédiaire, je me suis trompé dans l'orthographe d'intermédiaire, il existe un régime intermédiaire dans lequel on assistera à une diffusion tantôt de Fickian, tantôt de Knudsen. C'est comme un peu le régime intermédiaire dans les écoulements. Entre l'écoulement laminaire et turbulent, il existe un régime intermédiaire, c'est un peu la même chose. Alors commençons par un peu se positionner. Nous avons donc un milieu poreux qui est constitué de capillaires, où on reprend un peu la théorie cinétique des gaz, qui marchait très bien, qui arrivait à prédire les coefficients de diffusion des phases gazeuses à 5% près. Donc, je rappelle, celle-ci aboutissait au fait que le coefficient de diffusion dans le cas d'espèces isotopiques au fait que ce soit égal à 1/3 de la vitesse moléculaire provoquée à cause de l'agitation thermique multiplié par le libre parcours moyen. Eh bien, on nous dit que dans le cas qu'on va voir juste à présent, eh bien, ce n'est plus le libre parcours moyen qui va être multiplié par la vitesse moléculaire. C'est plutôt le diamètre du pore, le diamètre moyen du pore. Je m'explique. En fait, je vais remplacer le libre parcours moyen par quelque chose de plus simple, qui est le diamètre moyen de l'ouverture du pore, c'est-à-dire 2 fois le rayon du pore, moyen, le rayon moyen du pore. Alors d'abord, définissons qu'est-ce qu'un libre parcours moyen. Un libre parcours moyen, c'est la distance qui va séparer deux chocs consécutifs que va subir une molécule. Voici en premier lieu un premier choc que voici, juste là, je le note. Ensuite, la molécule va aller s'entrechoquer avec une seconde. La distance qu'elle aura parcourue entre ces deux chocs, c'est ce qu'on appelle le libre parcours moyen lambda. Le libre parcours moyen lambda. Donc c'est en fait la distance qui séparera deux chocs successifs sans que la molécule n'entre en choc entre les deux. Bien, une fois qu'on s'est fixé un peu les idées, pour le libre parcours moyen, en fait, qui nous renseigne sur la concentration euh, du milieu. Quand le libre parcours moyen est grand, ça veut dire que nous sommes dans des phases diluées, c'est les gaz par excellence. Sinon, dans les phases condensées telles que les liquides et les solides, le libre parcours moyen est bien sûr beaucoup plus faible. Donc en fait, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui? Ben, voici ce qu'on traite. Nous avons représenté un milieu poreux avec une exagération dans les interstices qui constitue ce milieu poreux. Et je vais représenter le mouvement, le chemin parcouru par un soluté A, étant donné l'agitation thermique. Et donc, je représente comme ceci un chemin aléatoire pris au hasard. Le voici. Donc, on assiste à des chocs du soluté A, de la molécule A. Elle se cogne contre les parois. Je rappelle ici
que ce sont des parois qui sont constituées par d'autres particules, et elles se cognent également sur les grains qui constituent mon milieu poreux. Donc je le vois bien, le libre parcours moyen que je viens juste de définir, qui traduisait la distance qui sépare le choc qui s'opère entre deux molécules, ben je ne le vois presque plus, puisque la molécule n'a plus le temps de s'entrechoquer avec sa camarade, puisqu'il y a les parois du pore et les particules qui viennent obstruer, en quelque sorte, le passage à la molécule et qui l'obligent à se cogner contre les particules. Donc en fait, c'est ce chemin parcouru, son diamètre, qui va constituer donc ma nouvelle dimension caractéristique. Maintenant, la question qu'on se pose, qui est légitime, dans quel cas va-t-on sacrifier, va-t-on laisser de côté le libre parcours moyen pour opter pour le diamètre du pore ou le rayon moyen du pore? Donc on y va. En fait, on nous dit qu'il y a un nombre qui porte le nom de nombre de Lützen, qui est le rapport entre le libre parcours moyen, que voici, j'ai donné une certaine dimension au libre parcours moyen. Le voici, donc j'ai supposé que le libre parcours moyen avait cette dimension, et dp, le diamètre du pore, le voici. Donc je me rends compte que le diamètre du pore est très très petit par rapport au libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance qui sépare, la distance moyenne qui sépare deux chocs successifs de la molécule avec une autre molécule. En réalité, en fait, le diamètre du pore, pour que cela puisse se produire, il faut que le diamètre du pore soit inférieur à 50 nanomètres. 50 nanomètres, comme dans le cas des catalyseurs poreux, de petite dimension, hein, donc les pores ont une petite dimension. Donc là, je me rends compte qu'en fait, dans un milieu poreux, voilà, je voudrais expliquer cette notion de pore. En fait, si je fais un zoom de cette région-là, en fait, j'ai pris cette région-là, et je supposais, voilà, que mon pore, c'est-à-dire l'interstice qui est là, il avait cette forme-là, et qui est constitué par l'empilement des particules. C'est là où va pénétrer le gaz. Donc maintenant, dans ce qui va suivre, on va voir justement l'impact de la diminution de l'échelle dans laquelle évolue le gaz sur les transferts de masse. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc si nous avons le libre parcours moyen qui est très très grand par rapport au diamètre du pore, et donc cela se produit lorsque nous avons des diamètres qui sont de l'ordre de 50 nanomètres, eh bien voici ce qu'on va faire. Nous remplaçons le libre parcours moyen par le diamètre du pore, c'est-à-dire 2 fois le rayon du pore, comme ceci. Donc je prends mon pore et il va y avoir un écoulement. La molécule de A se cogne contre les parois du pore qui ne sont rien d'autre que, vous l'avez compris, c'est l'empilement des particules qui laissent entre elles un espace que j'ai représenté comme ceci. Donc remplaçons dans l'expression du coefficient de diffusion le libre parcours moyen par 2 fois le rayon de la particule, 2 fois le rayon du pore, 2 fois le rayon moyen des pores, du pore que je viens de prendre ici. Donc ça va être relativement plus simple à ce qu'on a vu avant, puisque nous n'avons pas remplacé ici par le libre parcours moyen, l'expression du libre parcours moyen. Donc voilà, réécrivons tout ceci. Remplaçons UA, la vitesse moléculaire, par son expression, 8 fois la constante de Boltzmann fois la température sur pi, la masse de l'espèce A, de la molécule A. Remplaçons comme on a fait précédemment dans la théorie cinétique des gaz, la constante de Boltzmann par la constante universelle des gaz parfaits rapportée au nombre d'Avogadro. Je vois apparaître la masse molaire puisque c'est le produit du nombre d'Avogadro par la masse de la molécule.
Et donc, voici l'expression du coefficient de diffusion selon la loi de Knudsen pour l'espèce A, pour la molécule A, que voici. Une fois que je remplace, comme je vous l'ai dit, le tout par son expression, je trouve ces valeurs-là. Alors, la masse molaire est donnée en grammes par mol, la température en Kelvin, le rayon en mètres et évidemment le coefficient de diffusion de Knudsen en mètres carrés par seconde. En mètres carrés par seconde. Voilà. Alors, maintenant, vous l'avez compris, il est très difficile d'avoir le rayon moyen des pores lorsque j'ai un milieu poreux qui est constitué par l'empilement de particules. Donc j'aurais tellement voulu avoir une relation qui me donnerait le coefficient de diffusion de Knudsen, non pas en fonction du rayon du pore qui reste très compliqué à accéder, sauf quand ce sont des pores synthétisés. Donc je voudrais avoir cela en fonction plutôt de la surface spécifique et la porosité du milieu poreux. La surface spécifique de mon milieu poreux et de la porosité. Donc on va essayer de trouver une relation entre le rayon moyen du pore et la surface spécifique et la porosité que je traite respectivement par AS et epsilon. Bien, alors définissons d'abord ce qu'est une surface spécifique et ce qu'est qu'une porosité d'un milieu poreux. Alors dès que vous voyez le mot spécifique, quand on dit une enthalpie spécifique, ceci veut dire que c'est une enthalpie, c'est des joules, rapportée soit à la masse, soit au volume. C'est lorsque nous rapportons une quantité par rapport à la masse ou le volume, nous disons une grandeur spécifique. Là, il s'agit en l'occurrence de la surface spécifique, donc la surface de mon pore va être rapportée soit au volume, soit à la masse du solide. À la masse du solide. Donc en fait, c'est la surface de mon solide, S indice S, sur sa masse. La porosité est définie comme étant le volume du vide sur le volume total. Le volume du vide sur le volume total. Bien. Alors pour pouvoir mener à bien ce calcul, je vais prendre un modèle. Je vais supposer que mon pore, celui qui est constitué par l'empilement, c'est-à-dire l'interstice constitué par l'empilement des particules, je vais supposer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qu'il est régulier, rectiligne, et donc je supposerai qu'il est de forme cylindrique, que voici de longueur L et de diamètre 2RP, c'est-à-dire dp. Donc calculons ces grandeurs. Calculons la surface du pore et le volume du pore. La surface, c'est un cylindre, c'est 2πRL. 2πRL. Et le volume, c'est la section droite A, c'est-à-dire pi d2 sur 4 multiplié par L. J'écris tout ça. Donc je commence par le volume, c'est la section droite A fois la longueur, pi d2 sur 4 ou bien pi r2, L, la surface latérale que voici. Maintenant faisons le rapport entre epsilon et la surface spécifique. Entre epsilon et la surface spécifique. Donc je mets epsilon qui est égal à Vp pi r2 L sur V total divisé par la surface du solide sur la masse du solide. Bien, quand je vois, donc je vais diviser pi r2 L par 2 pi r L. Quand je dis R, c'est RP évidemment, RP moyen. Il y a une simplification, les longueurs se simplifient. Pi également et RP avec RP2. Donc ça me donne ceci. Je remarque ici, en passant, que la masse du solide sur le volume total, ça me donne la masse volumique du solide. Et donc, une fois que les simplifications ont été faites, j'aboutis à ce résultat. Ben voilà la relation entre le rayon moyen du pore et la porosité et la surface spécifique par le biais de ρS. Par conséquent, je peux réécrire
le coefficient de Knudsen, de diffusion de Knudsen, comme ceci. Remplaçons RP par son expression, là. Donc je multiplie par 2 cette constante, ça me donne 194 epsilon, la porosité, sur la surface spécifique, fois rho s, la température absolue, sur la masse molaire sous la racine. Voici donc une seconde relation, cette fois-ci en fonction de la porosité et de la surface spécifique. De la porosité et de la surface spécifique. Donc je vais pousser un tout petit peu plus loin ce calcul pour, pour aller voir et estimer la densité de flux molaire, quelle va être une expression. Auparavant, je voudrais qu'on fasse un comparatif avec tout ce qu'on a vu avant. Alors, si on remarque, pour le coefficient de Knudsen, nous remarquons qu'il est proportionnel à racine carrée de T sur la masse molaire de A, de la molécule A. Alors que dans la théorie cinétique des gaz, on avait trouvé la température qui était à la puissance 3,5 et la pression au dénominateur. Dans le cas des liquides, c'était autre chose. On avait vu à partir de la théorie de Stokes-Einstein, Sutherland, que le coefficient de diffusion à dilution infinie était proportionnel à la température rapportée à la viscosité dynamique du solvant. Nous avions ça. En fait, ces différences, elles sont dues essentiellement au fait que les mécanismes mis en jeu sont différents dans les deux cas, surtout pour la comparaison du coefficient selon Knudsen avec celui, par exemple, établi par Chapman et Enskog. J'ai oublié de dire que les travaux de Martin Knudsen datent de 1909 et donc à partir de là, maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais aller un peu m'intéresser à la densité de flux molaire qui s'écoule dans un seul pore, par exemple. On va voir ça. Estimons, poussons un peu plus le travail qu'on vient de faire. Maintenant, nous connaissons le coefficient de diffusion, mais comment va-t-on l'appliquer pour pouvoir obtenir une densité de flux molaire? Et là voici, dans certains problèmes, on nous demande de calculer la densité de flux molaire de l'espèce A. Donc tout ce que je viens de faire, c'est relatif à l'espèce A, qui est en train de diffuser dans un pore. En fait, je n'ai pas du tout parlé de l'espèce B. Donc s'il y a une autre molécule de B qui vient se cogner avec les parois du pore, il faudrait réécrire la même équation pour le coefficient de diffusion de Knudsen pour l'espèce B. Bien, alors commençons le travail. Déterminons la densité de flux molaire NA. Comment est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, je vous l'avais déjà dit, il y a une relation que j'ai démontrée avec vous en cours. Quelle est-elle? Eh bien, celle qui dit que NA, c'est JA étoile, la densité de flux molaire de diffusion, plus TA étoile, le terme de transport, c'est-à-dire le terme de convection massique. Je la réécris, la voici. Avec cependant, puisque je suis dans le cas où le libre parcours moyen est très grand devant le diamètre du pore, le terme de transport sera négligeable par conséquent. Le terme de transport sera négligeable. Bien, comme je vous l'ai dit, il a une taille de 50 nanomètres. Alors, nous allons donc un peu donner les résultats rapidement en supposant que nous avons affaire à un écoulement unidirectionnel, unidimensionnel, que le régime est stationnaire et que j'ai considéré, pour les besoins de cette application, le gaz comme étant parfait, si bien que je considère la pression et la température totale constantes pour que la concentration reste constante. Donc j'arrive à ce résultat qui est très facile à démontrer. Et ce qui m'intrigue, c'est pourquoi c'est constant. Comment j'ai pu montrer que c'est constant. Donc je vais vous démontrer, ça se constituera un peu une séance de TD pour vous démontrer comment ce que l'on montre que la densité de flux molaire, dans ce cas, elle est constante. Donc cela se fait par le biais de l'écriture de l'équation de bilan sur l'espèce A. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous là, ici. Donc voilà la démonstration de ce que je viens de faire. Reprenons. Voilà ce que je voudrais démontrer. Pour ça, ça va être rapide, mais je ne sais pas comment se fait-il que ceci soit égal à une constante. Donc je commence ce travail. Alors écrivons NA dans un seul pore. Remplaçons d'abord la fraction molaire
XA par CA, la concentration molaire sur la concentration molaire de mélange, comme ceci. Voilà. Maintenant, comme il s'agit d'un écoulement une seule dimension unidimensionnelle et une seule direction unidirectionnelle, en d'autres termes, il n'y a que NAZ qui est non nul, NAR identiquement nul et NAθ identiquement nul, puisque je me trouve dans une géométrie cylindrique. Donc, le gradient se réduit à la dérivée ordinaire de CA sur C par rapport à Z. La dérivée ordinaire, ce n'est plus un des ronds, puisque les concentrations ne dépendent que de Z, et que je n'ai qu'un seul gradient, puisque ça s'écoule suivant Z. Voici ça donne quoi? Bien, la concentration, je l'ai dit, elle est constante, donc je peux simplifier de part et d'autre. Et maintenant, je vais réécrire ça en fonction de la pression partielle, CA, c'est P1 sur RT, puisque R et T sont constantes, je peux les faire sortir de la dérivée, j'obtiens ça. Bien voilà. Maintenant, comment montrer? J'ai donc montré la première partie du résultat. Comment maintenant montrer que ceci est égal à une constante, que la densité de flux molaire, en d'autres termes, le nombre de moles de A qui traverse la section droite du pore par unité de temps reste constante. Bien pour cela, il faudra écrire l'équation de bilan sur l'espèce A. Écrivons l'équation de bilan sur l'espèce A. Donc on l'avait démontré l'année dernière dans le cours de mécanique des fluides que j'ai repris ici directement sans aucune démonstration. C'est la dérivée temporelle de CA, la dérivée partielle, des ronds CA sur dt, plus la divergence de NA, c'est égal à 1.A, c'est-à-dire le taux de production de l'espèce A par réaction chimique, dont nous allons nous débarrasser rapidement, puisque je vais prendre une hypothèse qui permettra de me simplifier la vie. D'abord, réécrivons divergence de V en coordonnées cylindriques. Voici ça donne quoi? Le voici. Donc pour me débarrasser du premier terme, des ronds CA sur dt, je dois supposer que l'écoulement est indépendant du temps, on appelle ça un écoulement stationnaire ou permanent. Un écoulement stationnaire ou permanent. Donc je vais me débarrasser de ça. Deuxième hypothèse, là voici, je vais supposer, j'ai déjà dit tout à l'heure, que NAR et NAθ sont identiquement nuls, et que par conséquent il ne me reste que NAZ. Ceci veut dire que le deuxième et le troisième terme ne vont plus apparaître. Enfin, je me place dans le cas d'un système qui n'est soumis à aucune réaction chimique, qui n'est siège d'aucune réaction chimique, et donc j'enlève la réaction chimique. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai la dérivée par rapport à z de quelque chose qui est égal à 0. Automatiquement, un az va être égal à une constante. Pour me simplifier la vie, puisqu'il n'y a qu'une seule direction, je ne vais plus parler de z. Je dirai directement NA. Donc voilà, j'ai démontré avec vous cette expression, et j'ai montré qu'elle était égale à une constante. Bien, ça c'est le premier cas. On va établir deux remarques. Une première que j'ai déjà dite et une seconde pour nous mettre dans l'ambiance du deuxième cas. Bien, que pouvons-nous dire à présent? Une fois que nous avons retrouvé ces résultats, ben, nous avons vu qu'il n'y a pas la pression totale déjà qui apparaît, contrairement à ce qu'on avait vu dans les précédentes relations qui découlaient de la théorie cinétique des gaz. Deuxième remarque qui va nous mettre donc sur le second cas, c'est que se passe-t-il dans le cas où nous travaillons avec des liquides, ou alors dans un second cas où le gaz sera très concentré. Le gaz sera très concentré. Donc on y va pour voir ce deuxième cas, et on va voir les cas dans lesquels ça pourrait intervenir. Donc que se passe-t-il ici? La longueur caractéristique, il s'agit ici d'épée, du diamètre du pore, doit être au moins supérieure à 100 fois celle du libre parcours moyen. Au moins à 100 fois. Moi, je ne peux pas représenter 100 fois, j'ai juste pris comme ceci. Mais donc, le diamètre du pore est à peu près supérieur à 100 fois le libre parcours moyen. Ceci veut dire que la probabilité pour qu'une molécule se cogne contre une paroi est très très faible en comparaison avec la probabilité qu'a une molécule de rencontrer une autre molécule. Cela se traduira par ceci. Donc la probabilité pour qu'elle s'entrechoque
avec une paroi, pour qu'elle se cogne contre une paroi, est très faible en comparaison avec une probabilité qu'elle aura de rencontrer une autre molécule, puisque le libre parcours moyen est très très faible en comparaison avec les dimensions que je viens de considérer, celles du pore. Donc trois cas peuvent apparaître pour avoir ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire le nombre de Knudsen, le nombre de Knudsen inférieur ou égal à 10 puissance moins 2, 0,01. Donc ça apparaît à chaque fois que vous allez avoir des liquides, toutes les fois où vous avez affaire à un liquide qui s'écoule dans un pore, dans un milieu poreux. Ou alors, lorsque vous êtes dans des réactions en phase gazeuse à haute pression, c'est-à-dire que vous devez être concentré pour que les molécules se rapprochent les unes des autres et pour que vous puissiez avoir ces chocs entre molécules. Donc il faudrait qu'ils soient à très haute pression, supérieure au moins à 100 atmosphères. Ou alors, troisième cas, pour toutes les réactions en phase gazeuse, à pression atmosphérique, on va dire, mais dans ce cas, le catalyseur est doté de gros pores, c'est-à-dire la taille de l'ouverture des pores doit être très grande en comparaison avec le libre parcours moyen pour pouvoir avoir ce cas-là. Et donc dans ce cas, le diamètre des pores doit être supérieur à 500 nanomètres. Bien voilà, donc nous sommes en train de voir ce second cas. Le premier, c'était nombre de Knudsen supérieur très grand devant 10. Là, c'est très très petit devant 10 puissance moins 2. Je rappelle juste que le nombre de Knudsen est à la base de l'établissement de la continuité d'un milieu. Rappelez-vous, en mécanique des fluides, quand j'ai défini la masse volumique, c'était une variable eulérienne qui s'exprimait comme étant la limite de la variation infinitésimale de la masse sur la variation infinitésimale du volume. Et pour avoir la relation ponctuelle en un point de l'espace à un instant donné, j'avais fait tendre le volume vers 0. Mais en tendant vers 0, il y avait une probabilité pour que je tombe soit sur la molécule, soit sur le vide entre molécules. Et donc, il était apparu à ce moment-là que le milieu était discontinu. Et pour pouvoir s'en sortir, parce que le milieu étant discontinu, toutes les propriétés sont discontinues et on ne peut plus travailler. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait à ce moment-là? On avait dit qu'on n'allait pas prédire les écoulements des fluides à l'échelle microscopique, mais qu'on allait s'arrêter à l'échelle macroscopique pour ne pas avoir ce problème. Donc en fait, on avait dit que dans la mécanique des fluides qu'on allait étudier, ça ne nous intéresse pas d'aller jusqu'à l'échelle des molécules. On allait s'arrêter à l'échelle macroscopique pour que le milieu puisse être considéré comme continu, et donc on allait décrire les vitesses d'un point de vue macroscopique. Bien, c'était juste une remarque pour un peu parler de ce nombre de Knudsen. Et je vais donc maintenant, en fait, dans ce cas que je viens de vous présenter, c'est une simple diffusion qui obéit à la loi de Fick. C'est une simple diffusion fickienne qui va être classique, que nous allons rapidement étudier et proposer une solution, puisque c'est un cas qui est très simple. Donc comment va-t-on faire? Ben, reprenons, comme d'habitude, l'équation qui me permet d'obtenir la densité de flux molaire de l'espèce A. 1A, c'est toujours JA plus TA étoile, le terme de diffusion plus le terme de transport. Rappelez-vous, maintenant cette fois-ci, le pore n'a plus aucune influence sur le déplacement des molécules. Donc le terme de transport existera. Donc réécrivons le terme de diffusion, réécrivons-le, exprimons le gradient de concentration de la fraction molaire, comme ceci. D'abord le gradient, voici son expression dans les trois systèmes de coordonnées, les trois dérivées spatiales. Je exprime également la fraction molaire et je remplace ici gradient de XA, ça sera D sur DXI de XA comme ceci. Remplaçons maintenant XA, c'est CA sur C. Je vais prendre toujours les mêmes hypothèses, à savoir un écoulement unidirectionnel et unidimensionnel, un écoulement en régime stationnaire, donc les hypothèses 1 et 2, et je suppose en outre la concentration totale, la concentration molaire de mélange reste constante.
S'il s'agit d'un gaz parfait, je dois dire que la pression et la température totale restent constantes. S'il s'agit d'un liquide, je dois préciser directement que C reste constante. Bien, voilà à quoi j'ai abouti. Une fois que j'ai écrit le fait que les concentrations dépendent uniquement de Z, les dérivées partielles deviennent des dérivées ordinaires. Donc enlevant également, on a dit qu'on allait enlever le Z puisqu'il n'y a que NaZ, je vais appeler ça tout simplement Na, comme ceci. Et vous remarquez également que c'est un coefficient de diffusion classique dA dans le mélange, alors que tout à l'heure, je n'ai peut-être pas signalé ça, mais tout à l'heure c'était le coefficient de diffusion de Knudsen. Coefficient de diffusion de Knudsen. Bien, alors une fois que j'ai écrit mon équation, je vais aller maintenant vous présenter une méthode que je vais juste survoler parce que je vais la représenter à l'occasion du chapitre 3. C'est une méthode très puissante qui va me permettre de trouver les résultats finaux très simplement et très rapidement. Je la présente aujourd'hui comme ceci sans la généraliser, mais je vais la reprendre en détail dans une ou deux séances. Donc la voici. D'abord, je réécris ma densité de flux molaire comme je l'ai fait, la voici. Et je vais poser le fait que alpha, c'est la densité de flux molaire de l'espèce A rapportée à la somme des densités de flux de toutes les espèces présentes. C'est-à-dire, si j'avais un binaire, alpha A, ça serait Na sur Na plus Nb. Puis j'avais trois constituants, alpha A, Na sur Na plus Nb plus Nc, etc. Donc je vois apparaître dans le terme de transport, justement, ceci, somme des Nj. Il est là aussi. Par conséquent, somme des Nj, c'est Na sur alpha A, comme ceci. Na est là, je le mets en facteur, ça sera 1 moins xa sur alpha. J'ai oublié de mettre ici alpha A, désolé, c'est un alpha A qui doit apparaître ici. Ça donne ça. À présent, réécrivons et divisons. Pour obtenir Na, divisons l'équation, le second membre par 1 moins xa sur alpha en ayant au préalable réduit au même dénominateur. J'obtiens ça. Bien. Alors je suis presque arrivé à la fin. Je vais juste en rajouter ceci et dire que ceci est égal à une constante. Comme d'habitude, la constante est apparue. Na est toujours égal à une constante, c'est à partir de l'équation, comme je l'ai dit, de bilan, que je ne redémontre plus. Vous réécrivez votre équation de bilan pour l'espèce A, vous considérez que l'écoulement est stationnaire, unidirectionnel, pas de réaction chimique, vous retombez sur le fait que Na est égal à une constante, donc je ne vais pas démontrer ça. Récapitulons, qu'est-ce que nous avons obtenu? Ceci. Voilà à quoi j'ai abouti. À présent, avant-dernière étape, faisons la séparation des variables, multipliant le premier membre Na par des Z, et le reste, on le met au second membre et on intègre. Puisque Na est constant, DAM, le coefficient de diffusion ficklien de l'espèce A dans le mélange est constant. La seule chose que je ne vais pas pouvoir vous démontrer là maintenant, mais je peux le dire oralement comment est-ce qu'on fera quand je vais voir ça avec vous en détail, c'est que alpha A, pour l'instant, considérez-le comme étant constant. Comme je vous l'ai dit, dans quelques temps, je vais parler de cette méthode très en détail et vous verrez pourquoi. D'ailleurs, vous pouvez rapidement voir ce que je vais faire. Je vais vous le dire dès à présent. Na, j'ai démontré qu'il était constant par le biais de l'équation de bilan effectuée sur l'espèce A. Je vais refaire la même chose pour l'espèce B, pour l'espèce C, pour l'espèce D, pour tout le monde. Et j'aurai à chaque fois, Nb qui sera égal à une constante, Nc qui sera égal à une constante, si bien que alpha restera constant. Donc une fois que j'ai fait ça, je m'aperçois qu'ici, c'est un z entre 0 et L, donc L. Ici c'est un logarithme népérien. Je pose tout ça égal à U, il y a moins d'CA, donc je multiplie et je divise par C pour faire apparaître la dérivée, et j'obtiens ce résultat. Voilà à quoi nous aboutissons une fois que nous avons intégré. Donc nous avons obtenu par le biais de la diffusion selon le mode de Knudsen sa densité de flux. J'ai pris le cas également où il s'agissait d'un nombre de Knudsen
qui est inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. J'ai trouvé, selon la loi de Fick, la densité de flux molaire Na. À présent, c'est le dernier cas qu'on va voir ensemble. On va considérer le cas où il y a autant de chocs molécule-molécule que de chocs molécule-paroi. C'est-à-dire, c'est le cas d'un régime intermédiaire qui va se mettre en place. Et vous l'avez compris, le nombre de Knudsen se situera entre 10 et 10 puissance moins 2. Donc, que se passera-t-il? On va l'illustrer à travers cette représentation. Il va y avoir des chocs molécule-molécule, mais également des chocs molécule-paroi. C'est-à-dire qu'il va y avoir une probabilité pour que les chocs molécule-molécule soient du même ordre de grandeur que les chocs entre la molécule et la paroi, comme ceci. Donc vous voyez, il y a des chocs entre molécules, mais aussi entre la molécule et la paroi. Par conséquent, vous le savez, à chaque fois que la molécule entre en collision avec soit une molécule, soit une paroi, il va y avoir sa pression qui va diminuer. Donc la chute de pression sera en fait le produit du choc entre molécule et molécule-paroi. Voilà donc le point de départ pour l'établissement de la relation qui va venir. Le choc qui va s'opérer entre les molécules, qui va faire en sorte que la pression va baisser, va être attribué au choc molécule-molécule et molécule-paroi. Bien, commençons par le régime de Knudsen, la diffusion de Knudsen. Choc molécule-paroi. J'ai établi la relation que j'ai démontrée avec vous, c'est qu'il disait que Na est égal à moins dKA sur RTdP. La voici. Celle qui concerne la diffusion Fickienne, je l'ai établie. Attention, donc pour pouvoir mener à bien ce travail, je vais supposer que j'ai affaire ici à un gaz. Un gaz, ceci, ça veut dire que je me suis placé dans le troisième cas, qui disait que le diamètre des pores était grand et que la pression était relativement atmosphérique, elle était faible. Donc remplaçons, les voici, PA c'est CART, donc CA c'est PA sur RT, comme ceci. CA sur C c'est XA, je le mets comme ceci. Donc voici mes deux relations. J'ai écrit cela de manière homogène, c'est-à-dire j'ai fait apparaître ici la pression partielle de A, mais aussi ici la pression partielle de A. Et je continue. Je vais maintenant mettre le dP, extraire le dP, le mettre au premier membre, ici, et voir ce qu'il va y avoir au second membre. Donc le premier dP selon Knudsen, et le deuxième, une simple diffusion moléculaire Fickienne. Donc dP, RT fois Na, sur dK, dZ. Et ici, dP selon Fick, je l'extrais d'ici. Voici à quoi c'est égal. Bien, réécrivons ça de manière beaucoup plus simple, enlevons ces couleurs, gardons que deux couleurs, les voici. Donc je n'ai rien fait, j'ai juste mis en évidence. Le bleu c'est Knudsen, en jaune c'est la diffusion Fickienne. Et maintenant, nous allons regrouper ces deux écritures et dire que la chute de pression que subit la molécule A depuis l'entrée jusqu'à la sortie, elle est attribuée à ces deux phénomènes puisqu'ils sont responsables tous les deux, à parts égales, de ce qui se passe, de la chute de pression totale que subit A, la molécule A. Alors allons-y, regroupons ces écritures. Voilà à quoi je suis arrivé. Donc la chute de pression totale sera la somme des deux chutes de pression provoquées respectivement par les collisions molécule-paroi et les collisions molécule-molécule. Voilà à quoi j'aboutis. Reportons ça, ce résultat, dans la diapo suivante.
Voilà. Cette fois-ci, je vais extraire NA, je vais tirer NA de l'équation du second membre. NA, le voici. Et je vais écrire l'expression de NA comme si c'était NA, c'est égal à moins coefficient de diffusion sur RT multiplié par la chute de pression sur dz, total bien sûr, comme ceci. Et donc vous le voyez, par identification, je vais tirer l'expression du coefficient de diffusion de transition, celle qui est relative au régime de transition. Ça me donne ce résultat que voici. Première remarque qui me vient à l'esprit, c'est que ce coefficient de diffusion, il n'est pas comparable au précédent, puisqu'il fait apparaître, dès le départ, la fraction molaire. Il dépend de XA. Le coefficient de diffusion de transition dépend de la fraction molaire. Bien. Alors, continuons le travail, toujours dans ce régime de transition qui se situe entre 10-2 et 10, pour pouvoir un peu trouver un A. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé un A. Il faut que j'intègre pour pouvoir arriver à mes fins. Donc, allons préparer l'intégrale. Donc, retenons que le coefficient de transition dépend de la fraction molaire. Et réécrivons tout ceci. Donc, pour pouvoir intégrer, attention, cette fois-ci, je reviens aux fractions molaires, puisque j'ai XA, il faut pour que j'intègre, je fasse apparaître XA. Donc XA, c'est, PA, c'est XAP. Je vais faire ça. Voilà. Et maintenant, je fais ma séparation des variables. Je mets NA dz fois RT sur P, une constante RT sur P, et le reste de l'autre côté, comme ceci. Et j'intègre entre 0 et L, l'entrée et la sortie de ma géométrie, où il y règne une fraction molaire XA1 en 0, en Z égale à 0, et une fraction molaire de XA2 en Z égale à L. Bien, c'est une intégrale qui va être relativement simple parce que je vois apparaître, il y a la moins 1, il y a X. Si je multiplie en haut par alpha A DAM et je divise par alpha A DAM avec le signe moins, je fais apparaître la dérivée. Donc j'aurai du sur U. Si je pose tout ça, U, j'aboutis à ça, en multipliant en préalable par alpha A DAM. J'aboutis à ça, une fois que je fais mon intégrale. Voilà. Je suis arrivé à mes fins. J'ai trouvé la densité de flux molaire, dans le cas où on était en régime de transition. Cette relation nous conduit vers un régime de Knudsen, c'est-à-dire lorsque les pressions sont faibles, et au contraire, lorsqu'il s'agira d'un gaz à grande pression ou lorsqu'on aura affaire à des pores de grande dimension, on tombera sur une simple diffusion Fickian. Alors continuons un tout petit peu plus pour aller plus loin. Dans les applications en catalyse hétérogène, le coefficient de diffusion il est simplifié. On suppose qu'il est indépendant de la concentration. C'est la dernière chose que je vais vous présenter. Donc je disais, voilà le résultat auquel nous avons abouti. Et on nous dit en catalyse hétérogène, il est préférable de négliger le fait que le coefficient dépende de la fraction molaire. Donc voici à quoi se réduit mon coefficient de diffusion. Il n'y a plus de XA. Et maintenant, vous l'avez compris, quand je vais vouloir intégrer ici, tout ça sort, puisque c'est une constante. dTA est constant. dTA est constant, donc j'aurai à intégrer dx. Ça va me donner une simple force motrice qui constituera la différence entre XA1 moins XA2. Voilà, ceci termine cette partie. Il reste, comme je vous l'ai dit, la dernière partie, ce serait la diffusion en surface, que je présenterai très brièvement lors d'une séance très courte. Et vous parlez aussi comment fait-on quand nous allons prendre tout le milieu poreux
dans son ensemble, comment il faut modifier et tomber sur un coefficient de diffusion effectif. Je laisse ça pour la prochaine séance. Pour l'instant, je, pour l'instant, je m'arrête là. J'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas, vous m'adressez vos commentaires. Je ferai tout pour essayer de vous répondre. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt lors de la dernière séance qui va clôturer ce chapitre 2. Puis nous passerons au chapitre 3 où il y aura des applications qui viendront sous forme de TD et en même temps du cours qui arrivera. Voilà. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.